Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple, pas en direct cette fois, cette émission on l'enregistre, Mondial de l'Auto oblige, vous savez quoi, chez partenaire média officiel du Salon de l'Auto qui a lieu porte de Versailles à Paris, l'ouverture au public c'est demain jeudi. Et on est porte de Versailles, très occupé. On avait du mal à envisager de faire à la fois le mondial et iWeek en direct. Du coup, on a choisi d'enregistrer cette émission pour ne pas rater le rendez-vous avec vous, évidemment. Et ce soir, on va parler d'un sujet unique, d'un sujet qui nous concerne tous, nous qui avons des Mac. Ce sujet, c'est la nouvelle version de macOS, alias Mojave. Et pour tout vous raconter, j'ai deux de mes complices avec moi et j'en suis très heureux. Guillaume et François. Salut les garçons. Salut les garçons. Salut. Salut. Je ne suis pas Hélène, mais vous êtes quand même mes garçons. Je suis très heureux de vous avoir au bout de la ligne pour cette émission consacrée à Mojave. D'abord Guillaume, on va rappeler que toi tu es directement concerné parce que tu es le développeur, le créateur d'un utilitaire qui s'appelle DiskMaker 10. Tout à fait. Ouais, DiskMaker 10 et DiskMaker 10 ou X ou comme vous voulez, on s'en fout. Ouais. Et effectivement, du coup, il a fallu le mettre à jour. Donc je rappelle à quoi ça sert. Ça sert simplement à prendre l'application d'installation qu'Apple vous pousse maintenant dans la gueule parce qu'il vous la force à la télécharger même si vous ne l'avez pas demandé. À partir du moment où vous avez activé le téléchargement des mises à jour automatiques. Et du coup, vous recevez l'application dans le dossier application de Mac, vous avez l'application d'installation de macOS Mojave qui se balade. Et avec DiskMaker 10, vous pouvez simplement faire une clé d'installation USB ou Firewire ou Thunderbolt, tout ce que vous voulez. Mais je conseille quand même plutôt USB. Donc faire une clé d'installation de macOS et vous pouvez ensuite installer votre Mac, le refaire à neuf si vous avez envie de faire une clean install ou installer macOS sur plusieurs machines de façon plus simple. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors je dirais, c'est surtout très pratique. Moi, c'est la première chose que je fais. Je télécharge le nouvel OS et je crée une clé USB d'installation avec le nouveau système. D'abord parce que c'est vrai que j'ai plusieurs Mac entre chez moi et Watch, il y a plein de machines. Et puis ça me permet d'avoir toujours un système sur moi. Voilà. Parfois, on est dans des lieux où le téléchargement prendrait des heures. Que ça pèse quoi? Ça pèse 5 gigas à peu près. 6 gigas pour moi. 6 gigas, voilà, 6 gigas. Donc c'est super pratique. Donc je me suis servi de la nouvelle version il y a quelques heures pour préparer cette émission, pour installer Mojave. Et elle est nickel, elle marche très bien. Tu l'utilises? Pour la petite histoire, moi j'ai dû faire l'installation l'autre jour d'un MacBook en mode Internet Recovery en 4G. C'est pas forcément un truc que je recommande à tout le monde, hein, donc c'est ça. C'est vrai que d'avoir une clé d'installation ça peut aider, mais sur les nouveaux MacBook Pro sortis cet été, ça pose des problèmes, on peut pas le faire justement, c'est un peu compliqué. Ah, pourquoi? Parce qu'en fait il y a un nouveau système de sécurité qui bloque le démarrage sur un autre disque par défaut en fait, donc que le disque interne par défaut. Donc en fait si ton Mac donc je parle des nouveaux MacBook Pro sortis en 2018, c'est ceux qui sont équipés des nouvelles puces T2 comme les iMac Pro. Ouais. Et en fait, ces Macs-là ont un nouveau système de sécurité qui verrouille le Mac et qui interdit le démarrage sur autre chose que le disque interne par défaut. Donc, vous ne pouvez pas démarrer sur autre chose. C'est très chiant. On en chie, littéralement. C'est très compliqué en fait. Si tu veux faire une restauration complète de ton Mac, si jamais le disque dur tombe en panne et où le système s'envoie en l'air et que la partition recovery standard ne fonctionne pas, tu es obligé de passer par recovery internet dans tous les cas et de faire une restauration par internet. Donc DiskMaker ne sert à rien dans ce cas-là. Aïe. Bon alors. C'est très pénible. Et après on peut désactiver la fonction, mais beaucoup de gens ne le feront pas forcément par défaut. Moi sur des déploiements de clients, ça peut poser pas mal de soucis. Bon, en tout cas pour tous les autres, c'est vraiment un utilitaire assez génial. Je ne sais pas si tu l'utilises, François, d'habitude. Évidemment, bien évidemment que si. J'ai mon petit kit de survie avec les 5 ou 6 dernières versions du système macOS sur des clés USB, comme ça, dès qu'on a besoin de retrouver même des vieilles versions, on a la clé merveilleuse et ça permet de réparer le Mac hyper rapidement. Absolument. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, vous pouvez très bien faire une clé avec plusieurs systèmes d'installation dessus. C'est tout à fait faisable. Vous pouvez partitionner, faire 4-5 systèmes dessus, ça marche. Voilà, d'ailleurs c'est une petite note que tu as ajoutée
soit sur ton site, soit au lancement de l'appli, je sais plus. Mais... Au lancement de l'appli, tu as le choix, voilà. Tu peux dire effectivement, voilà, tu peux utiliser une clé, faire une clé avec plusieurs systèmes dessus si tu as envie, c'est tout à fait faisable. Voilà, alors ce nouveau système, il a le nom qu'il a, et voilà comment Apple l'a dévoilé, c'était début juin lors de la WWDC à San Jose en Californie. Well, this year, we made some striking changes to macOS, and we've left the high country for a place entirely different but no less beautiful here still in California. And I'd like to take you there now. Our next release of macOS is macOS Mojave. Now, Mojave is beautiful during the day, but what really captured our imagination was the beauty of the desert at night. And this inspired one of our most distinctive new features, and I'd like to show it to you now. So here we are live in macOS Mojave, and I'd like to show you a new side of Mojave. We call it dark mode. Voilà, ça va être notre premier sujet, le dark mode. Alors moi j'ai mis l'écharpe pour être un peu comme dans le désert, hein, vous avez peut-être compris le clin d'œil. Le dark mode, les amis, est-ce que pour vous c'est un gadget ou est-ce que ça a vraiment un intérêt? Donc ce mode sombre. C'est la meilleure fonction de macOS depuis environ 15 ans, je pense. Voire plus. Très clairement. Ouais, c'est Guillaume qui parle? Mais non, voyons, je sais pas qui vous parlez là, mais non, forcément, c'est moi. Salut Dark, comment ça va Dark? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, ça fait un petit bout de temps, mais non, ça fait plaisir. Hein. Écoutez, là, j'étais un petit peu chargé, on a des petits problèmes sur l'étoile noire. Il y a encore un crétin qui a tiré dans la grille d'aération. D'ailleurs, il faudra qu'un jour on en parle, cette histoire de grille d'aération, c'est très problématique. Hein. Faire des petits trous comme ça d'aération dans les étoiles noires, c'est vraiment un vrai problème. Donc, du coup, on a un petit gars qui a tiré dessus, on a essayé de s'en débarrasser, mais c'est un peu compliqué. Bon, qu'est-ce que tu penses du dark mode, Dark Vador? C'est la plus belle fonction de macOS depuis très très longtemps, hein, clairement. Je pense que c'était très demandé. Tu l'as déjà dit, il y a beaucoup de fans qui me demandaient quand est-ce que ça allait arriver, et pourquoi c'était toujours une interface très claire, très lumineuse, et c'était très pénible. Et là, au moins, les gens sont contents, ils ont une interface sombre. Moi, je revis depuis que j'ai cette nouvelle interface dans mon Mac, hein, très clairement. Bon, en tout cas, je suis très heureux de t'accueillir à nouveau dans iWeek, cher Dark. On se tutoie. Ah d'accord, ok. Oh bah, t'es plus le petit nouveau, là, t'es un habitué d'iWeek. C'est vrai. Hein, bon, en tout cas, très heureux de te revoir. Tu nous rendras Guillaume après, quand même. Ouais, peut-être si vous êtes sage, hein, je sais pas, il raconte un peu plus... trop de bêtises, ce garçon-là, donc je sais pas ce que je vais faire. Tu l'as pas désintégré avec ton sabre laser, j'espère? Non, ça va, on va essayer de le garder de côté parce qu'il fait des logiciels sympas et tout, donc on peut en avoir besoin encore. Bon, alors le temps que tu nous rendes, Guillaume, je vais me tourner vers François. Oui. François, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce mode dark qui était très attendu, notamment par ceux qui font de l'image sur Mac? Est-ce que tu y es passé du côté obscur, toi? Bah, j'ai juste le casque, mais Beats noir. J'ai pas le casque complet. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Alors pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les logiciels de la suite Adobe, on avait déjà un mode sombre sur Lightroom, sur Photoshop, etc. Mais c'est vrai que du coup le fait de l'avoir complètement sur le système, c'est un petit plus. Alors utiliser quotidiennement, je sais pas encore parce que ma machine de tous les jours est pas encore passée en Mojave. Maintenant sur les machines de test que j'ai, j'utilise exclusivement le mode sombre parce que c'est un petit côté sympa, très de la nouveauté. Après, sur le long terme, on verra ce que ça va donner. Ouais. Tu aurais tendance plutôt à rester sur un de ces modes, clair ou foncé, ou à changer de mode selon le travail que tu ferais?
Je pense que, par exemple, quand je travaille sur des photos, retouches photos ou logiciels de montage vidéo, le mode son peut avoir un intérêt. Maintenant, ou même sur de la bureautique, à la limite, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que pour de la navigation Internet et autres, on a quand même pris un peu l'habitude du mode clair classique. Ouais. Donc, j'ai pas d'avis arrêté encore. Je pense que ça va vraiment dépendre de ce que ça donnera à l'usage au quotidien. Bon, Guillaume, tu es sain et sauf, tout va bien ? Oui, ça va, j'ai eu un peu peur là, pendant 2 secondes. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais tout étourdi, j'ai eu un peu mal à la gorge, là, enfin, ça m'a étouffé un petit peu. Mais ça va. Bon, j'espère que j'ai rien raté, en fait. Bon. Non, tu n'as pas raté grand-chose. On parlait du mode Dark qui a fait surgir ton ami Dark, Vador. Ah, c'est ça, j'ai pas compris. C'est bizarre. Maintenant, ton avis à toi, perso, à toi, sur ce mode sombre. Alors, si on regarde les conférences développeurs, c'est quelque chose en fait sur lequel Apple a mis beaucoup d'attention. C'est pas juste on met l'interface en noir et puis voilà, hein, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte sur les notions de contraste et autres, parce qu'il faut quand même que l'interface reste lisible même en étant sombre. Donc c'est un travail en fait d'interface graphique qui est beaucoup plus sophistiqué que de juste dire je mets un thème de couleur et puis. Ils n'ont pas inversé le noir et le blanc partout. Non, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Et je vous invite à regarder les conférences développeurs qui expliquent un peu le dark mode, comment il fonctionne, et c'est assez intéressant. Oui, il y a eu des conférences il y a des problématiques entières sur le sujet. Hein. Ah bien sûr, oui, il y en a 2-3 je crois même. Ouais. En fait le truc c'est que le dark mode, il ne faut pas oublier qu'en plus les interfaces, elles ne s'adressent pas forcément qu'à des personnes qui gèrent bien les couleurs, mais aussi à des personnes qui peuvent avoir des problèmes de daltonisme et autres. Donc donc c'est aussi des problématiques qu'il faut prendre en compte. Et après la question c'est est-ce que toutes les applications le prennent bien en compte? Je ne sais pas encore parce que j'ai pas testé Morve, comment on dit, Morve macOS Morve. Non. Morave quand même. Morve. Passe. macOS Morveux, c'était Aïsiera qui était... Ouais, faut voir. Mais voilà, il y a des choses en fait qu'il faut, au niveau interface, qu'il faudra voir un petit peu en profondeur ce que ça donne. Peut-être qu'effectivement, là j'ai regardé un peu sur Twitter, il y a des gens qui disent j'ai testé un petit peu, mais en fait ça me convient pas, je reviens en arrière. Après, c'est peut-être quelque chose qu'il faut tester sur le long terme, peut-être 1 semaine ou 2 pour vraiment s'y habituer et voir ce que ça donne. Je pense que si vous mettez 5 minutes et que vous dites ouais, ok, c'est sombre, mais en fait ça me plaît pas, je pense que on rate peut-être quelque chose. Donc je pense que c'est sur le long terme qu'il faut tester, voir si ça vous convient ou pas. Après, c'est fait aussi parce que Apple a une clientèle quand même de graphistes qui est assez importante, de vidéastes et autres, donc qui ont besoin de créateurs de contenu vidéo, qui eux trouvent peut-être que l'interface est parfois trop lourde à leurs yeux, donc d'avoir une interface plus light, ça allège les yeux et ça permet d'améliorer le contraste et de se concentrer sur ce sur quoi on fait, ce sur quoi on travaille. Apparemment sur Pages et les autres, c'est pas forcément très bien adapté de ce que j'ai lu à droite à gauche, donc il faudra voir un petit peu ce que ça donne vraiment à l'usage, quoi. Ouais. Mais ça va sans doute gagner du terrain progressivement, non, j'imagine. Oui, probablement. Il faut que les applis soient adaptées. Il faut que les applis soient adaptées. Ça arrive déjà, en fait. Ça commence déjà petit à petit. Mais il faut que les applications soient adaptées de toute façon au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que tu parles... Et selon les développeurs, ça va être plus ou moins long. Tu parlais des graphistes, Guillaume. C'est vrai que, par exemple, dans Lightroom, de la suite Adobe, il me semble que c'est un dark mode depuis le début. Hein, depuis le début ou la version 2, je pense. Mais c'est vrai que j'ai plus de souvenirs de Lightroom en dehors du mode noir. C'est ça. Et il y a la notion de table lumineuse, quoi. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Ouais. Les photographes, notamment, sont vraiment habitués à visualiser leurs photos dans un environnement qui est sombre. Ça fait, j'imagine, davantage ressortir... les couleurs, c'est moins faussé. Ouais. Bien sûr. Final Cut aussi, alors peut-être pas un mode sombre complet, mais on est quand même dans un environnement qui n'est plus un environnement clair de mémoire. Donc pour la vidéo aussi, et je crois que dans Premiere aussi, on est sur un mode sombre. Premiere, c'est sombre. Ouais. Donc c'est un environnement qui va davantage correspondre aux habitudes des photographes, des vidéastes, etc. Après, ça aussi, alors ce qui est assez curieux, par contre, c'est qu'Apple n'ait pas poussé cet environnement sombre sur iOS, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, en particulier avec les interfaces OLED qui, normalement, si je ne dis pas de bêtises, consomment quand même plus d'énergie quand l'interface est active, enfin quand les pixels sont blancs et autres. Donc c'est vrai que c'est un mode qu'Apple aurait pu pousser plus sur iOS aussi. Ils l'ont pas fait, ce qui est assez curieux. Mais bon, c'était dans les rumeurs. Hein. Je sais pas. C'est vrai que sur du LCD, un pixel noir est un pixel allumé, alors que sur de l'OLED, un pixel noir est un pixel éteint. Donc forcément, ça a un impact direct sur la consommation d'énergie. Non, sur de l'OLED, le pixel est éteint. C'est ça. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça que les noirs sont plus profonds. Ce que tu dis est très juste.
Très juste, Guillaume. Voilà, c'est vrai que c'est le seul truc que moi j'ai pas tellement compris, c'est qu'Apple lance en même temps des systèmes où la technologie passe à l'OLED et en même temps ne pousse pas une interface qui soit adaptée, quoi. Ouais, ok. C'est good point. Ce sera pour la version 13. d'iOS. Pour la vendre. Voilà. Bon, je vous rappelle que, alors, on n'est pas en direct cette semaine, mais vous pouvez quand même réagir et discuter avec nous via Twitter. Le hashtag iWeekTV est toujours d'actualité, donc profitez-en. On va évidemment suivre vos messages et on va y répondre avec grand plaisir. Je parle pour Guillaume et pour François, mais tout le reste de la bande est aussi à l'écoute. Élie, Audrey... Fred, Gilles, voilà, ils sont Jean-Christophe. tous. Et Jean-Christophe, ah oui, qui est sans doute... alors il n'est pas sur une dune, mais il est par monts et par vaux. En tout cas, on les embrasse et on sait qu'ils vont suivre avec attention vos questions et vos réactions. On va passer à la deuxième grande nouveauté. Il y en a une demi-douzaine des grandes nouveautés de macOS Mojave qui vont peut-être vous décider justement à faire cette mise à jour, qui est gratuite, on le rappelle. Il ne s'agit pas de vous inciter à acheter un nouvel OS. Depuis 2013, je crois depuis Mavericks, toutes les mises à jour de macOS sont gratuites. Donc la question, c'est juste de savoir si vous avez envie d'évoluer vers cette nouvelle version. J'en profite aussi pour rappeler qu'en termes de rétrocompatibilité, Mojave est compatible avec tous les Mac qui datent de 2012 et avec certains Mac qui datent même de 2010. Il s'agit des Mac Pro, à condition qu'ils aient une carte graphique compatible avec les API de Metal, donc le nouveau langage Apple dédié à l'affichage graphique. Mais en gros, si vous avez un Mac qui a moins de 6 ans, vous êtes sûr de pouvoir faire la mise à jour. Donc après, à nous de vous convaincre ou pas de sauter le pas. Alors on va passer à la deuxième nouveauté majeure de Mojave. Cette nouveauté, elle concerne le Finder. On va laisser Craig Federighi nous expliquer de quoi il s'agit. Now, the desktop is so crucial to how many of us use our Macs. When we have files that we're actively working on, we often put them on the desktop. But the result can be a desktop that looks something like this. And so now in Mojave, we have a really great solution, and we call it Desktop Stacks. All of the contents of your desktop are automatically arranged into these stacks. And they can be arranged by kind, by date, or even by tag. And they're really easy to use. You just click on them, you can see all the contents in the stack, double-click to open a document, and put it away. And they stay organized. So for instance, if I bring forward mail, maybe I drag an image out, I want you to watch what happens, because the image flies right into the right stack. Now, you can also scrub your stacks. So for instance, I'll just scrub across this stack. You see I can select between different photos, pick one up. Actually, let me just hide mail here, mid-drag. Got a little excited with with all of my stack action. So I can just drag this out and drop it in just like that. And that's a quick look at stacks. Now, voilà donc ce Finder qui évolue et ce mode pile. Guillaume. Alors c'est assez marrant parce que ce mode pile, je pense qu'en fait on en parle depuis macOS 10.2.3, peut-être .4. Ouais. Enfin, ça date de plus de 10 ans en fait et c'est un concept qu'Apple a intégré à partir de la 10.5 en fait dans le dock. On avait effectivement la possibilité d'avoir des piles, en fait, juste des dossiers en fait qui étaient placés et puis on pouvait classer à l'intérieur des dossiers. Donc ça va, là le concept va un peu plus loin puisqu'il vous permet de dire bah voilà vous avez un gros bordel sur votre bureau et en un clic on range tout par catégorie. Donc c'est assez bien foutu. Est-ce que c'est intéressant au jour le jour? Quand je vois le bureau de mon épouse, je me dis que oui, ça peut être intéressant. Même le mien, parfois, des fois, quand ça déborde, je me dis, bon, il faut peut-être le ranger. Donc, qu'est-ce que je fais? Normalement, je fais un dossier que j'appelle gros bordel 1, et après, j'ai gros bordel 2, 3, 4 qui s'accumulent sur mon bureau. Là,
ça permet d'avoir un système un peu intelligent de classement, de rangement automatique de données, c'est plutôt pas mal gaulé, donc pourquoi pas. Avec des trucs assez particuliers, puisqu'apparemment, alors ce que j'avais testé, par exemple, il crée automatiquement une pile pour les captures d'écran, mais il fait aussi une pile séparée pour les images. Or, les captures d'écran sont des images, donc on pourrait dire, tiens, c'est bizarre qu'il ne classe pas tout ensemble, mais non, il fait bien la séparation entre les deux. Ce qui est pas forcément idiot. C'est bien, c'est pas forcément idiot. Ouais, c'est pas forcément idiot. Ouais. Donc, c'est très bien pour l'utilisation, il y a la usability du système. Pour l'ergonomie, en général, c'est plutôt une bonne avancée. On se demande pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt, en fait. Ouais. Comme beaucoup de fonctions, en fait. Mais en fait, celle-là... Ouais. Ils l'ont fait plus tôt, mais c'était pas suffisamment bien intégré pour qu'on s'en serve vraiment. Voilà. Ça. Alors, pour le coup, je vous donne la petite astuce qui tue dans macOS, et à chaque fois que je la montre, les gens font « Oh, mais c'est absolument génial !» Vous sélectionnez plusieurs fichiers, vous faites CTRL-SHIFT, CTRL-COMMAND et N en même temps, et vous pouvez prendre tous les éléments que vous avez sélectionnés, ça vous fait un beau dossier, les icônes sautent dedans, donc toutes joyeuses, et vous avez un seul dossier avec tous les éléments que vous avez sélectionnés. Donc, tu as dit CTRL majuscule N CTRL-COMMAND N. Voilà. CTRL-COMMAND N. Ça vous permet de faire un dossier avec la sélection en cours. Et c'est un raccourci absolument magique. Et si vous faites sur plein d'éléments, vous allez voir les icônes qui bondissent, mais de joie dans le dossier. Génial. Et ça vous rendra satisfait pour toute votre vie. Le premier raccourci clavier de la soirée, CTRL, commande, non, commande, CTRL, commande N, pardon. Alors vas-y, redis-nous ça. CTRL, commande N. Donc il n'y a pas de shift. Il n'y a pas de shift. D'accord. Commande, CTRL, N. Donc les deux touches côte à côte, à gauche de la barre espace, et N comme nouveau dossier. Voilà. Alors pas à côté de la barre d'espace, non, c'est CTRL et tu fais pas Alt. Tu fais CTRL, commande et N. Tu sautes la touche option. Ah oui, tu sautes la touche option. Bon, vous avez un clavier, vous allez vous y retrouver. Sans toucher l'écorce. Si vous avez compris ce raccourci clavier, il est très simple. Dites-nous sur Twitter si vous avez réussi. J'en ai un autre à vous donner plus tard, mais je vais reprendre mon souffle parce que là... Après, il est dans la barre des menus, hein. Si tu es dans la barre des menus, tu as un nouveau dossier avec les sélections. Voilà, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est dans notre capacité à être clair, tu vois, qu'on a été très bon sur ce coup-là. Mais super. Qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles piles, François ? Moi, je rejoins ce que vient de dire Guillaume. C'est vrai qu'on a tous tendance, sauf les gens très organisés, à avoir des dossiers. Moi, en l'occurrence, c'est des dossiers vrac. Donc ça peut être plutôt sympa de pouvoir le trier. Sur la machine de test, j'avais repéré cette histoire de capture d'écran aussi qui est dans sa pile particulière. Ça permet de trier par catégorie. Avoir à l'usage, toujours pareil. C'est vrai que c'est pas toujours l'idéal d'avoir plein de trucs à traîner sur le bureau. Maintenant, le tri peut avoir un côté vraiment pratique pour l'organisation. Ouais. Le tri automatique, tu veux dire ? Oui. Par catégorie. Ça, je suis pas clair du tout non plus, mais c'est pas grave. Si. On évitera le bureau comme celui qu'on a vu dans l'extrait avec Craig Federighi, qui ressemble aussi un peu au mien parfois. Mais c'est tellement bon. Je peux vous envoyer le mien. C'est tellement bon de ranger son bureau. Ah c'est bien des fois. C'est bien. Repartir d'un écran quasiment vide. Quel bonheur. L'idéal, c'est de faire un commande A et un commande effacé pour tout mettre à la corbeille. Voilà, c'est ça. Ouais, bon. Faites attention quand même. Des fois, il y a des dossiers que vous ne vouliez pas englober qui partent. On s'en fout, on a des sauvegardes, ça sert à ça. Voilà, c'est ça, absolument. Bon, on va passer à la troisième nouveauté de ce macOS Mojave. Ça concerne les captures d'écran avec un outil qui évolue. Pareil, on va se retourner vers la WWDC du mois de juin et Craig Federighi qui nous explique tout ça. Of the page, and I want you to watch what happens in the lower right. I get a thumbnail instantly of that screenshot. And when I double click in, I get an accelerated workflow right into markup where I have access to all of my tools. So for instance, if I want to create a magnification here, I can just drag that out, magnify. It's that easy. But now we've also made it easier to access a variety of tools. So when I bring up my screenshotting, you see I am presented with this HUD that tells me I could capture the entire screen, a selected window or selection, but we've also added screen capture for video right into screenshotting. Let me show you how that works. So I'm going to go to a web page here that has an animation running. I'm going to bring up my screenshotting tools and say to record the selected area. I'll just make a nice selection here. Okay, and I'm recording just like that. Of course, I can manipulate the app,
This will all be reflected in my recording. And when I'm done, I can click the stop button right up here. And now you notice I have this thumbnail in the lower right. Well, I can actually pick this up and drag it into a new space and incorporate it right into a document, just like that. Et moi, je trouve ça pas mal du tout, et notamment l'outil de capture vidéo, là, il est d'une simplicité géniale. Bah en fait, ce sont des outils qu'on a déjà, mais oui. Apple s'amuse juste à les intégrer à un seul endroit, facile d'accès, et voilà, c'est surtout en fait des outils qui effectivement étaient éparpillés dans QuickTime Player, dans l'application Aperçu, dans d'autres outils, et là en fait on a tout en fait dans une seule app, et même pas dans l'app, en fait on a ça dans le Finder, donc vous pouvez faire vos captures d'écran et directement les traiter, c'est assez bien foutu. Et en plus de toute façon vous avez toujours la possibilité également de faire les choses comme avant si vous avez besoin, vous préférez faire vos captures d'écran à la chaîne, bon vous les faites à la chaîne, et puis à la fin vous les récupérez, et vous en faites ce que vous voulez, ce sera dans la jolie pile sur votre bureau, et après ben, vous pouvez les traiter comme vous souhaitez. Après il y a énormément de raccourcis déjà dans macOS pour faire des captures d'écran et pour faire des captures vidéo et autres. Maintenant le problème c'est que pour beaucoup de gens c'est que ces raccourcis là ils sont absolument imbuvables, hein, donc là au moins l'avantage c'est que c'est très facile d'accès. Et petite astuce, si vous avez un Mac Pro équipé d'une touch bar, vous pouvez aussi remplacer les raccourcis qui sont de base dans la touch bar par des raccourcis pour les captures d'écran. Vous avez un bouton capture d'écran que vous pouvez utiliser en fait pour faire des captures d'écran ou des captures limitées de l'écran, etc. Absolument. François, est-ce que la première partie de la vidéo, là, toute la partie retouche qu'on peut faire sur l'image sur le bureau sans avoir à ouvrir une app, etc., ça te parle ? Tellement que ça me fait pleurer, vous voyez. Donc, tu pelles des oignons pendant que tu fais iWeek, François ? Non, mais on va dire que c'est l'œil qui part en cacahuète, mais c'est pas grave. Non, mais effectivement, c'est assez... Comment ? Bah non, tout va bien. Non, ça va, non, c'est juste l'œil. Ça te rend triste ça me rend triste de quitter High Sierra, qui était un tellement beau système d'exploitation. Non. Quelle triste. Aucun de nous n'était très fan d'High Sierra, donc on est assez content de passer à autre chose. macOS Onion. C'est exactement ça. Non, mais en fait, clairement, ça rejoint complètement ce qu'on avait sur iOS. Craig Federighi. Sur iOS, pas pour la partie vidéo, qui est quand même une nouveauté sur Morave. Maintenant, c'est vrai que c'est très pratique pour les gens qui font beaucoup de doc ou de capture d'écran, c'est quand même super utile. Ouais, je pense des gens, typiquement des gens comme Audrey qui font plein de tutos, etc. Enfin, elle a ses outils, hein, mais c'est un moyen encore plus simple de faire certaines choses pour elle, évidemment. Et moi, j'ai un raccourci clavier à vous donner, parce qu'effectivement, il y en a déjà plusieurs pour faire des captures d'écran. Moi, j'utilisais déjà beaucoup commande majuscule 3 pour faire une capture d'écran de tout l'écran, et capture majuscule 4 pour avoir le petit curseur en croix qui permet de définir la zone de l'écran qu'on veut capturer. Et bien maintenant, vous avez commande majuscule 5, qui est la commande qui fait apparaître donc ces nouveaux outils de capture qu'on vient de voir dans la vidéo. Voilà. Commande majuscule 5. Et quand c'est moi qui donne les infos, c'est beaucoup plus clair, tu vois. Voilà. Et je crois, alors je ne sais plus je crois que c'est commande majuscule 6, si mes souvenirs sont bons, qui permet de faire une capture d'écran de la touch bar. Justement. De la touch bar ? Ouais, ta touch bar, si tu veux faire une capture d'écran de la touch bar sur ton MacBook Pro, si tu as une touch bar, tu peux faire une capture d'écran de la touch bar si tu as envie. Ah, excellent. Et je crois que c'est commande Shift 6 ou 8, il faudrait que je vérifie, je vais vous dire ça tout de suite. Bah, si vous êtes devant votre écran avec le hashtag iWeekTV, si vous avez un MacBook Pro avec touch bar, dites-nous tout de suite si c'est 6 ou 8, parce que... Je te confirme, c'est 6. Ah d'accord, bon, monsieur est équipé, c'est bien. Bon. Et oui. Et ben voilà, donc deux raccourcis clavier, c'est très bien. Alors d'ailleurs, on peut signaler, puisqu'on est un peu dans la partie donnant des astuces, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ces raccourcis-là, si vous les trouvez trop compliqués, vous pouvez les modifier dans la préférence système clavier. Vous avez un onglet raccourcis, vous avez une catégorie capture d'écran, et là vous pouvez choisir les différents raccourcis que vous pouvez utiliser pour les captures d'écran. Vous pouvez mettre des raccourcis plus simples si vous préférez. Voilà. Mais attention à ne pas empiéter sur d'autres raccourcis qui existent déjà pour faire autre chose. Alors c'est l'avantage, voilà, c'est que ces raccourcis-là, ils sont rarement utilisés par d'autres applications, donc au moins vous savez qu'à tous les coups, ils vont fonctionner. Si vous mettez commande D, vous êtes mal barré. Ouais, c'est ça. C'est le risque moi, c'est pour ça que j'ai jamais voulu changer un raccourci, parce que après tu risques d'empiéter sur les raccourcis d'autres applis. Surtout, ce qui se passe, c'est que des fois j'ai une machine de test et d'autres machines à côté, pour tester, etc. Moi je sais que le raccourci est le même partout, il est mémorisé, il fonctionnera tout le temps. Ouais.
C'est un gros avantage. Ouais, c'est vrai. Mais après, voilà, ça fait partie de ces outils. Une fois qu'on les connaît, on les a appris. Enfin, c'est indispensable. Et quand je vois la difficulté à faire des captures d'écran des fois sur Windows, même si ça s'est amélioré ces dernières années, là-dessus, c'est un point sur lequel le Mac est très fort. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans la vidéo, et c'est un truc dont on ne parle pas assez, c'est vraiment l'incroyable intégration du glisser-déposer dans le Mac. Et c'est un point, moi, je me mets souvent en avant quand je fais des formations. Voilà, vous avez fait votre image, elle est dans le bas de l'écran, votre vidéo. Vous la mettez dans un document Keynote, vous la prenez, vous le glissez sur un autre écran dans le document Keynote. Et ça, quand tu as essayé de le faire sur une machine sous Windows, c'est pas assez évident. C'est vrai. Et c'est assez bluffant en fait. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est absolument génial sur le Mac, c'est cette souplesse et ce côté gracieux en fait qu'a le glisser-déposer dans l'interface. Très juste. C'est la première chose que je montre à mes étudiants aussi quand je suis au premier cours sur le système Apple. Je leur dis regardez, c'est simple. Rappelle-nous, tu es prof de quoi, François? Moi d'informatique et du visuel, donc parmi mes tâches c'est la présentation du système macOS aux petits jeunes qui arrivent en première année. Ça représente, moi j'enseignais à 70 étudiants en première année en gros, et donc du coup c'est aussi les bases du Mac parce qu'il y a 10-15% des étudiants qui ont du Mac. Ouais. Et quand tu étais en première année de fac? Alors de fac, information et communication et sciences de l'éducation principalement pour moi, les futurs profs des écoles. D'accord. Non, mais tu leur montres autre chose que le Mac, j'imagine. Oui, Word, Excel, PowerPoint, Premiere, un peu de Photoshop et InDesign aussi, enfin un peu de tout. Mais voilà. Mais sur PC aussi la base. Ah non, que sur Mac, on a un parc d'une centaine de machines Apple. D'accord. Ok. Mais voilà, ce que je rappelle souvent moi en formation, c'est que le Windows, en fait, c'est une interface qui est conçue autour du clic droit. Et souvent les gens d'ailleurs sont perdus parce que sur Mac, le clic droit, c'est pas un truc qu'on utilise forcément par défaut. Il y a la barre des menus en haut, donc c'est une interface déroutante. Par contre, je leur montre souvent, voilà, vous faites les choses par glisser-déposer. Et quand on prend par exemple les logiciels comme iMovie, on fait une intégration avec iTunes, avec la partie photo, etc. Voilà, vous prenez, vous glissez, vous déposez, les éléments sont imbriqués les uns les autres et c'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est vrai. Bah ça existe depuis longtemps pour le coup, mais. Ah oui, mais c'est ce qui fait aussi la force du Mac, il faut le rappeler. Bien sûr. Ok les amis, donc voilà, on a fait le Dark Mode, le nouveau Finder avec ses piles. On n'a pas parlé du mode galerie aussi, qui est un nouveau mode de visualisation dans lequel on a justement davantage d'accès à des outils pour manipuler les objets sur le bureau sans avoir à ouvrir les apps. Et puis donc cet nouvel outil de capture d'écran qu'on trouve hyper pratique. On va passer à un des gros morceaux aussi de cette mise à jour de macOS, alias Mojave. C'est Continuity et c'est, on va dire, le nouveau couple que forment le Mac et l'iPhone. L'iPhone qui va pouvoir servir soit d'appareil photo, soit de scanner pour le Mac. On regarde ça, c'était en juin à San Jose. Continuity camera. Let me show you how it works. So here in my keynote presentation, I have a space that's just waiting for a new photo. And I have my phone right here. Well, when I select this object, I can choose to take a photo. And I want you to watch what happens when I select this to my phone. It automatically, immediately lights up, ready to take a photo. So I can take one like this. And when I do, I can select Use Photo, and it appears directly in my document. Isn't that cool? Now, this works as well for scanning documents. So here I have a place where I could use a scan. Once again, I'm going to select from the menu, and this time Scan Document. Again, my camera lights up, this time right in my document scanner. I just scan like this. I can save it. And my scan goes immediately in. I think I forgot to push the save button. Sorry about that, everybody. There you go. Appears immediately in my document. Thank you. Alors moi, ça me parle bien. Peut-être moins la partie photo, mais en tout cas, l'iPhone en tant que scanner, c'est top. Je trouve ça assez génial aussi. J'ai vécu une expérience traumatisante ce week-end que j'ai tweeté sur
la gestion des documents numériques, enfin des bouquins numériques dans les écoles et comment récupérer les versions numériques de manuels scolaires pour les intégrer sur une tablette, sur un iPad. Et des fois, je me dis finalement, j'aurais eu ça sous la main et j'aurais fait les scans des pages, je les aurais intégrés directement sur l'iPad, c'était pareil. Oui, je sais, c'est du piratage, faut pas moins kikiner, c'est moche, mais quand on a un sac pour un gamin qui pèse environ 30 kg pour le gamin, et que le sac en pèse 9,5 kg, donc soit un tiers du poids de l'enfant, c'est un problème. Et là, je me dis, voilà, c'est peut-être la solution, c'est peut-être ça, c'est scanner toutes les pages du bouquin, les foutre sur un iPad et fin de l'histoire, quoi. Ouais. Là, tu te dis, effectivement, avec la bonne application, ça pourrait peut-être le faire. Alors, c'est pas du piratage, parce qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui maintenant proposent une version numérique de leurs livres. Oui. Je pense notamment à Belin, qui est très en avance, je crois, sur le sujet. Ouais, ou plutôt les autres sont très en retard. Je te ferai un article de blog un jour là-dessus et tu verras, tu vas pleurer des larmes de sang. Bon, ok. Mais les gens qui m'ont suivi sur Twitter le week-end, alors pas ce week-end dernier, puisqu'on enregistre, mais il y a 2 semaines, savent de quoi je parle. Bon, en tout cas, l'outil est vraiment top. Et François, tu vas pas me contredire là-dessus. Non, je pense que je vais même complètement aller dans ton sens. Ça rejoint un peu le côté facilité qu'on avait déjà sur l'iPhone. qu'Audrey nous a présenté il y a quelques temps pour scanner des documents, rajouter des... Voilà, on a une facture, on peut signer, etc. Je trouve que ça continue bien sur cette lancée-là et c'est vraiment super intuitif, quoi. Enfin, l'idée est vraiment bonne. Ouais, je trouve que c'est intéressant qu'Apple, plutôt que de mettre des fonctions à la limite un peu tape à l'œil, là pour le coup bosse beaucoup sur la partie productivité. Ça, je trouve ça plutôt bien pour me regarder qu'ils soient partis sur cette direction-là. Même après, s'il y avait encore des choses à dire côté productivité, j'en parlerai peut-être plus tard. Non, vas-y. Et puis... Non, on va en parler plus tard. Ah bon, d'accord. Mais en même temps, il valorise vraiment l'écosystème, parce que l'idée, c'est... Tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Vous avez un Mac, achetez donc aussi un iPhone. Enfin, voilà, ça va tellement de soi. C'est ça. Vous allez pouvoir scanner vos documents, c'est clair. C'est toujours la force d'Apple, en fait, d'avoir une intégration très forte entre ces différents matériels et logiciels. Enfin, les fonctions Continuity, pour ça, elles sont assez géniales. Voilà, vous avez vos éléments, vous avez une page web qui est sur votre iPhone, vous la regardez sur votre Mac, vous avez la petite icône en bas à gauche pour cliquer dessus, ça l'ouvre. Enfin, vous avez plein de choses comme ça, end-off, pour gérer la continuité d'information entre le Mac et l'iPhone. Moi, le truc que je trouve génial, c'est le copier-coller entre l'iPhone et le Mac, et vice-versa. Ouais. Tu copies un truc, boum, tu veux le coller. Alors, un truc tout bête, par exemple, moi, j'utilise des applications qui demande une authentification en 2 facteurs. Si vous allez sur une page web, il vous demande un code qui sera généré sur une application, Google Authenticator ou d'autres, donc sur votre appareil téléphonique, sur votre téléphone, sur un appareil de confiance. Et en fait, l'application, vous copiez le code et là, vous n'avez plus qu'à le coller en fait sur votre Mac. Et ça, c'est vachement pratique, plutôt retaper le code à chaque fois. J'aime bien. Il y a quand même une condition pour que cette continuité caméra fonctionne. C'est laquelle ? Je crois que ça marche pas. Il faut un iPhone meilleur qu'un iPhone 6, non, c'est pas ça ? Alors, j'ai pas vu. Je pense que ça marche avec. C'est plus iOS 12, je pense, qui va déterminer. Il faut iOS 12, évidemment. Ouais. En revanche, il y a une condition, quand même. Ah. C'est d'être sur le même compte à cloud. Ah, bah oui. C'est logique. Un peu logique, mais voilà, c'est la seule condition pour que ça fonctionne. Donc, c'est important de le dire. Continuité caméra, effectivement, ouais. Mais c'est aussi une fonction qui me plaît beaucoup et que je trouve très, très convaincante. Alors, il y a une fonction qui a surpris pas mal de monde quand elle a été dévoilée au mois de juin. C'est, on va dire, c'est l'arrivée sur macOS d'appli iOS. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment de la keynote. Tout à fait. On va se rafraîchir la mémoire tout de suite. To apps. We are bringing news. Alors, on n'a pas l'image là. Now, news has all of the stories you've come to expect from news on iOS, and they look amazing on the Mac display. You get top stories picked by our editors, trending stories, you're personalized for you, and that's not for me. And you also get this great new sidebar where you can drill in and jump right to the topics and channels you follow. News is going to be great. We also have stocks coming to the Mac. Now, you get your stock prices combined with high-quality business news. It's delivered from Apple News. Shows you your watch list with your prices on the left. You can even drill into this interactive chart to get more information. And of course, great news. We're also bringing
voice memos to the Mac. Now, voice memos is the most popular voice recorder on iOS, and so many of us use it to capture music recordings or lectures, and now that voice memos syncs via iCloud to your Mac, you can take those recordings that you make and, for instance, drag them right into GarageBand as the foundation for a song. Finally, thrilled to announce Home is coming to the Mac as well. You have all of your accessories here. You can run your scenes as well as monitor your video cameras, and of course. Voilà, on a coupé la chic à Craig, mais donc voilà, 3-4 applis qui arrivent sur le Mac. C'est une passerelle, est-ce que c'est un début de passerelle plus important, vous pensez? Ça a été clairement annoncé. Ouais. Bon ça. Alors, c'est pas moi. Vas-y Guillaume. Guillaume. Bon, alors en fait, il y avait un projet dont on entendait parler qui s'appelait Marzipan, qui était un peu annoncé en catimini, enfin même pas annoncé, mais enfin dont on parlait pas mal en rumeur depuis quelques temps, qui était en fait la possibilité qu'Apple adapte certains des frameworks qui font tourner les applications iOS sur macOS, donc ce qui faciliterait le portage d'applications iOS sur macOS. Alors, c'est ce qu'ils ont fait en fait aujourd'hui en disant ça, c'est pour nous pour le moment en interne, ce truc-là. Donc, on a une fonction qui va nous permettre de porter l'application iOS. On l'utilise pour nous, on va bosser dessus, on vous fournira l'année prochaine pour que vous puissiez plus facilement adapter vos applications iOS sur macOS. Ça pose problème. Alors déjà, il y a un truc très drôle, c'est qu'il commence par News qui n'est toujours pas disponible sur iOS en France. C'est ça. Donc, typiquement, voilà, c'est déjà... Et ça ne sera pas disponible non plus sur iOS, sur macOS, en France, sur Mojave. Le souci, surtout, c'est qu'en fait, ça fait des applications que moi, je trouve un peu bâtardes. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont l'interface iOS dans le Mac, mais du coup, on a des préférences aussi au look iOS, on a des contrôleurs de type iOS. Enfin, c'est pas une intégration super chouettos, on va dire, de ces applications. C'est un peu porté brut de pomme, si je peux me permettre, oui. Pour faire une blague. Franchement. C'est bien Apple du craché. C'est génial. Mais voilà, pire imitation. Bref. Mais donc, c'était qui ? Ce que tu veux dire, c'est qu'Apple aurait pu développer une appli maison sur Mac.bar. Oui, mais après ça veut dire avoir des équipes de développement dédiées et, pour adapter une interface dédiée pour une utilisation qui n'est peut-être pas évidente. Maintenant, s'ils ne font pas une application native, l'utilisation va être encore moins évidente, je dirais. Il va falloir se forcer un petit peu à l'utiliser et à se faire un peu à ces interfaces un peu bizarroïdes qui font un peu transplanter, qui ne font pas très naturelles dans l'environnement Apple. Ouais. Maintenant, je dirais c'est mieux que rien, plutôt que pas avoir d'application du tout, au moins on les a. Mais je pense que si les développeurs après portent leurs applications sans faire d'efforts sur macOS, c'est bien, on aura plus d'apps, mais si elles sont vraiment moches, mal intégrées, enfin, je veux dire, voilà, on a par exemple aujourd'hui des frameworks universels type Electron, pour ne parler que de lui, qui fait beaucoup parler de lui, parce que voilà, il y a plein d'applications qui sont développées à partir d'Electron. Slack ou Skype, que nous utilisons actuellement, ont été redéveloppées entièrement sous Electron dans sa version 8. Et ces applications-là, c'est une catastrophe, hein, parce qu'en fait, en termes d'ergonomie, c'est pas du tout l'ergonomie du Mac habituel. Typiquement, Skype, tu veux avoir des raccourcis clavier qu'on avait avant pour stopper, par exemple, l'enregistrement micro, bah tu les as plus, en fait, il faut tout faire à la main. On sent que l'intégration est poussive, en fait. Donc j'ai peur qu'après, ça permette effectivement aux développeurs de dire, ben, vous avez un système qui vous permet de porter facilement des applications sur le Mac, c'est bien, mais du coup, ça nous fera des applications un petit peu bâtardes sur le Mac. Et en fait, c'est toujours le même souci qui est arrivé depuis la nuit des temps, c'est de dire, j'écris une fois et ça marche partout. En réalité, quand on écrit une fois et ça marche partout, ça veut dire qu'il y a un système qui est privilégié et les autres souffrent. Ça a été le cas pour les applications Java qui étaient censées être universelles, machin, et puis en fait au final elles n'étaient pas si universelles que ça, et on a des interfaces au-dessus qui sont absolument dégueulasses, et à chaque fois l'histoire se répète, ou à chaque fois qu'on nous dit regardez notre framework il est universel, il fonctionne sur toutes les plateformes, bah ça fait des trucs effectivement un peu pourris de chaque côté. Et je vais finir là-dessus en disant ce qui est dommage, c'est qu'Apple a justement été le chantre de l'intégration et de l'application native sur ces appareils. Ouais. Et en particulier, on se souvient très bien quand Steve Jobs en 2007 a dit aux développeurs « Mais oui, vous allez faire des applications natives sur Mac, sur iOS, enfin sur l'iPhone, à l'époque c'était même pas iOS, vous allez faire des applications sur l'iPhone et vous allez simplement les développer en HTML. » Et là, les développeurs ont fait « Bouh !» Voilà. Et quand Apple a dit « Bon, bah ok, un an plus tard, on va vous fournir un vrai framework », là tout le monde a fait « Ah !» Et on commence à avoir des choses intéressantes.
Le risque, c'est que les développeurs ne s'enquiquinent plus en fait à faire des applications vraiment pour le Mac. Ouais. Et ça, ce serait vraiment gênant. Carrément. François ? Je comprends ce que vient nous expliquer Guillaume. Maintenant, c'est vrai qu'en étant utilisateur assez friand de HomeKit, c'est quand même super sympa de retrouver des applications comme Home sur le Mac. On peut tout piloter directement, à la fois à partir du Mac, on n'est pas obligé de sortir l'Apple Watch ou l'iPhone. Ça, c'est cool. Maintenant, c'est vrai que sur l'intégration, je rejoins clairement ce que disait Guillaume. Quand j'ai lancé le truc, on a vraiment l'impression qu'ils ont juste fait un copier-coller de ce qu'il y avait sur iOS sur macOS. Ouais. Alors maintenant, est-ce que c'était juste histoire de montrer que la techno existait peut-être, à voir sur la distance, mais... Ou alors on va avoir un système unifié, mais ça, on sait tous que ça arrivera jamais. Donc faut laisser la chance au produit, quoi. Ça arrivera jamais, sauf que comme les écrans sont de plus en plus grands sur les iPhones, peut-être qu'un jour on fera plus la distinction entre un Mac et un iPhone. Hein. Ouais, enfin ça fera un iPhone grand à mettre sous le bras quand même. Hein, oui, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, en tout cas, voilà, ça fait partie des nouveautés de Morave. Après, c'est important pour le développeur, c'est clairement un signal important aussi pour dire, voilà, dans le futur, votre application, vous pourrez quand même la faire tourner sur Mac, mais il faudra que ce soit quand même un minimum réadapté proprement, on va dire. Si c'est pour faire juste l'interface, elle fonctionne sur le Mac comme via un pseudo-émulateur, c'est pas la peine, on peut oublier, quoi. Et puis, par contre, c'est fait naturellement, intelligemment. François ? Oui. Et puis Apple dit aussi, du coup, on lâche pas le Mac, on continue à développer à la fois iOS et macOS, on n'oublie pas macOS. Donc ça, c'est positif aussi. Oui. C'est sûr. En même temps, c'est pas l'inverse, c'est pas les applis Mac qui arrivent sur iPhone. Non, ça faut pas. Oui, ça n'arrivera pas. On peut le voir comme ça aussi. Ça n'arrivera pas. Ok les garçons, voilà, donc c'était la cinquième grosse pierre de Morave. On va passer au dernier point très important, et je sais que celui-là, Guillaume, il te parle beaucoup. C'est tout ce qui concerne le respect de la vie privée et la sécurité. Voilà ce qui s'était dit au mois de juin à San José. Next, I'd like to talk about security and privacy. You know, one of the reasons that people choose Apple products is because of our commitment to security and privacy. And we believe that your private data should remain private. Now, not because you've done something wrong or that you have something to hide, but because there can be a lot of sensitive data on your devices, and we think you should be in control of who sees it. Now, to begin, we protect your information on your devices using state-of-the-art hardware and software. And this year, we're adding greater protections about how apps can access that information. Today, Apple devices check in with you before granting an app access to information like your location. You can tell because you'll see an alert just like this one. And macOS already provides API-level protections for things like contacts, photos, calendar, and reminders. But now in Mojave, we're extending these protections to include your camera and your microphone, as well as protecting sensitive parts of your file system, like your mail database, your message history, and your backups. And all of this is protected by default for any app that you run on the system. Important protection. Next, I want to turn to some great enhancements to Safari, because Safari works really hard to protect your privacy, and this year it's working even harder. Last year, we introduced intelligent tracking prevention to dramatically reduce the ability for apps to track you across websites using cookies. This is the kind of thing where you look at a product on one site, and then you move to another site, and somehow this is just following you wherever you go. Well, we've all seen these like buttons and share buttons, and these comment fields. Well, it turns out these can be used to track you, whether you click on them or not. And so this year, we are shutting that down. Now, if you do want to interact with one of these, or one of these apps tries to access that information, you'll get this, and you can decide to keep your information private. Now, next, let's talk about fingerprinting. You know, data companies are clever and relentless. And in addition to cookies, they use another method called fingerprinting.
And here's how it works. Just like you can be identified by a fingerprint, it turns out that when you browse the web, your device can be identified by a unique set of characteristics, like its configuration, its fonts that you have installed, and the plugins that you might have on the device. And these data companies can use this set of characteristics to construct a unique fingerprint to track your device from site to site. With Mojave, we're making it much harder for trackers to create a unique fingerprint. We're presenting web pages with only a simplified system configuration. We show them only built-in fonts. And legacy plugins are no longer supported, so those can't contribute to a fingerprint. And as a result, your Mac will look more like everyone else's Mac, and it will be dramatically more difficult for data companies to uniquely identify your device and track you. Voilà, on a laissé un peu cet extrait sur la longueur parce que c'est important de comprendre à quel niveau Apple a essayé de s'intéresser pour augmenter la sécurité et le respect de vos données personnelles. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de cette évolution-là ? Alors, j'en pense à la fois du bien et à la fois du mal. Alors, c'est important qu'Apple se positionne toujours, là encore, comme un peu au pinacle du respect de la vie privée. D'ailleurs, c'est vrai que maintenant, il y a un écran qui vous dit, chaque fois que vous allez configurer un logiciel, vous allez lancer un logiciel qui a des données qui peuvent être sensibles, qui vont être exploitées, il vous explique ce qui se passe. Enfin, il y a pas mal de choses là-dessus qui sont faites. Et pour discuter avec les développeurs d'Apple, des copains qui développent chez Apple, ils me disent clairement, oui, d'ailleurs, des fois, ce respect de la vie privée pose plus de soucis, même pour eux, pour développer, parce qu'en fait, ils sont obligés, des fois, de faire des choses, de contourner les limitations de système, parce que, Apple a décidé que, voilà, la vie privée était plus importante que tout, donc, ça leur complique la vie. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. Le côté moins positif, c'est ce dont Craig Federighi a parlé en début de conf, quand ils expliquent un petit peu que voilà, on va maintenant vous dire quelles sont les applications. Quand une application se lance, en fait, elle va vouloir vous dire ce qu'elle fait avec vos données. Et moi, j'ai un souci avec ça, c'est par rapport à l'automatisation de traitement d'informations. Ouais. Et typiquement, DiskMaker, ce qu'il fait, c'est que lui, il automatise un max de tâches en utilisant ce qu'on appelle les Apple Events, qui est une vieille technologie qu'Apple utilise, en fait, pour la communication inter-application. Et alors, je vais essayer de faire un petit truc, là, je vais essayer de vous montrer mon écran, si j'y arrive, partager l'écran, voilà, on va essayer de regarder ça. J'espère que ça va marcher. Regardez, hop, la technologie, est-ce que ça fonctionne ou pas ? Ouais, absolument. Parce que vous voyez mon écran, voilà, de chaque côté. Vous voyez qu'ici, il y a deux dialogues. En fait, ce sont des dialogues qui apparaissent lorsqu'on utilise DiskMaker version 8. Alors, c'est marqué 14, mais c'est une version bêta. Ouais. Et maintenant, c'est redevenu une version 8. Ouais. En fait, ce sont donc deux alertes qui apparaissent au lancement de l'application et un peu plus tard quand on l'utilise. Parce qu'en fait, maintenant, les applications, quand elles se lancent, elles doivent dire ce qu'elles font. Et si elles vont accéder à des parties qu'Apple estime sensibles, si elles décident d'utiliser une application pour faire leur tâche, une autre application, eh ben, elles doivent faire apparaître un dialogue à l'utilisateur qui doit consentir à réaliser cette action. Et en fait, le problème, c'est qu'à force, on a beaucoup de dialogues qui apparaissent et que l'utilisateur ne va pas forcément comprendre, parce que System Events, par exemple, lui, ça ne va pas forcément lui parler. Moi, je sais ce que c'est, mais je sais que c'est effectivement pour la communication entre les applications, mais ça risque de compliquer un petit peu, ça stoppe un peu la fluidité, en fait, d'utilisation du programme. Ça, c'est le gros problème qu'on a. Ouais. Et du coup, pour éviter de limiter les alertes, moi, j'ai dû mettre un petit message maintenant dans l'installeur de DiskMaker pour dire vous allez avoir des alertes en plus, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous utilisez Mojave, vous allez avoir plus d'alertes que si vous utilisez High Sierra aujourd'hui avec DiskMaker. Ouais. Donc ça, c'est bien. Alors d'un côté, voilà, c'est bien, Apple veut respecter la vie privée de l'utilisateur et le prévenir. Maintenant, on a un syndrome qui est un peu un syndrome Vista. C'est-à-dire qu'en fait, Windows Vista, à l'époque, Apple se moquait de Windows Vista où il y avait des alertes qu'on appelait les UAC. Respect, parce que vous avez des logiciels qui pouvaient faire des trucs, etc. Et Apple s'en était moqué dans ses pubs. En fait, on arrive un peu au même système aujourd'hui où il y a des alertes qui apparaissent, on ne sait pas pourquoi, et ça complique un peu la vie de l'utilisateur. Et des administrateurs informatiques qui, s'ils veulent pouvoir limiter aussi ces alertes, doivent déployer des profils de configuration sur leurs appareils pour éviter que l'utilisateur soit noyé d'alertes, quoi. C'est un peu problématique pour moi. Ouais. Maintenant, le côté on respecte la vie privée. Dans ton boulot, tu veux dire ? Dans ton boulot de... Dans mon boulot, voilà, tout à fait. De consultant, ouais. Absolument.
Et pour les administrateurs informatiques, François, s'il passe son parc en MongoDB, il sait que les utilisateurs auront beaucoup plus d'alertes, donc il faudra les éduquer, leur expliquer pourquoi il y a ces alertes en plus qui apparaissent. Et pour finir sur l'histoire de la sécurité, par contre, le fait qu'Apple dise on veut faire en sorte que votre Mac ressemble à n'importe quel autre Mac sur Internet, c'est très bien. Enfin, voilà, c'est limiter Moi, je ne savais même pas qu'en fait que les navigateurs pouvaient faire ça à l'époque quand ils ont présenté le truc. Ah oui, et là, maintenant, effectivement, qu'Apple se dise on va limiter en fait ce genre d'attaque sur la vie privée en faisant en sorte que le navigateur soit le plus commun possible, c'est une très bonne chose. Là où Google, par exemple, a fait cette semaine un petit peu scandale en disant voilà, on va pouvoir nettoyer les cookies. Par exemple, quand vous effacez les cookies de Google Chrome, vous effacez les cookies sauf ceux de Google. Bizarre. Ouais, bizarre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu pendant l'exemple avec Craig Federighi, sur le deuxième point, quand il parlait de Safari, il y a la fenêtre d'alerte qui apparaissait concernait Facebook sur le respect des données personnelles. C'était petit message personnel, je pense. Pas complètement par hasard. On se souvient qu'il y avait eu un échange entre Zuckerberg et Tim Cook au moment de l'affaire Cambridge Analytica. François, qu'est-ce que tu penses de cette évolution-là, de cette volonté d'Apple de faire attention et de protéger les utilisateurs de Mac? Je pense que c'est important. C'est vrai qu'avec le fameux Facebook, on parle beaucoup de ça, on essaye de sensibiliser nos étudiants, et puis même en règle générale sur l'usage qu'on peut faire sur Internet. Je trouve ça important vraiment qu'on se rende compte de ça, et donc les messages ont cet intérêt-là, c'est de sensibiliser. Après, la personne qui est derrière fait ce qu'elle veut, soit elle décide d'allouer les droits ou pas. Ouais. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je trouve ça bien qu'Apple en a fait clairement son cheval de bataille depuis un petit bout de temps maintenant, et avec les histoires d'iPhone aussi par rapport aux terroristes et compagnie, on sent vraiment qu'ils jouent sur cette corde-là, et je trouve ça, ils se démarquent de ça justement, et c'est bien. Absolument. Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé encore, il y a deux points en fait qu'on n'a pas abordé encore. D'abord, c'est FaceTime qui permettra sur Mac comme sur iOS, mais pas tout de suite, ce sera sans doute pendant l'automne ou début de l'hiver de faire des FaceTime groupés jusqu'à 32 personnes, donc ce sera possible aussi sur le Mac avec Morave. Et puis sur Mac, avec Morave, il y a cette nouvelle version, ce nouveau design de l'App Store. Du Mac App Store. Du Mac App Store. Qui en avait bien besoin. Oui, qui en avait bien besoin pour mieux s'y retrouver dans le magasin d'applications du Mac. Qui ça iOS Ease. Ouais, et un truc assez il ressemble énormément à iOS. Ouais. Un petit truc intéressant d'ailleurs, c'est qu'Apple avait à une époque tendance à dire tiens, tout ce qui est. Enfin, ils vont en avant, puis après ils reviennent en arrière et ils reviennent en avant. En fait, à l'époque, le système n'était pas compris dans les mises à jour de l'App Store. Enfin, et après, donc à partir de l'App Store, il est devenu, enfin voilà, je crois que c'est à partir de 10.8, Apple a décidé que les mises à jour système allaient intégrer l'App Store. Ouais. Et maintenant, en fait, l'App Store, c'est à nouveau que pour les applications et plus pour le système qui va avoir à nouveau ses réglages séparés. C'est bien. C'est un peu tordu. Mais c'est bien. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que je n'ai jamais été tellement pour cette intégration des mises à jour du système dans l'App Store. Ouais. Là, il sépare à nouveau un peu les deux, c'est pas plus mal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette mise à jour de macOS Morave. On va vous rappeler d'abord qu'elle est gratuite, donc il n'y a pas d'argent à débourser si elle vous intéresse. Et puis deuxièmement, elle est compatible avec les Mac au moins jusqu'à la mi-2012. Les MacBook Air et MacBook Pro mi-2012 sont les premières machines à pouvoir passer sous Morave, à l'exception du Mac Pro de 2010, à condition qu'il ait une carte graphique compatible avec les API Metal. Voilà, en conclusion les garçons. Et sauvegarder. Sauvegarder, j'allais le dire, oui. Voilà, on allait le dire de toute façon, et on est d'accord là-dessus. Sauvegarder avant de faire la mise à jour. Alors à savoir que si vous avez un système récent, Apple en fait va automatiquement faire une sauvegarde de votre Mac en local sur le même disque avec la fonction de snapshot d'APFS, donc ça c'est plutôt cool. Donc si jamais vous avez vraiment un problème majeur, vous démarrez sur la partie sur Recovery, vous pouvez revenir sur le système précédent à l'aide de la fonction de restauration Time Machine après l'installation du système. Donc ça c'est plutôt malin. Mais ouais, sauvegarder sur un disque externe, sauvegarder à l'extérieur vos données les plus sensibles, et puis ne faites pas la mise à jour pendant que vous êtes à l'hôtel, à l'extérieur de chez vous, sans système de restauration à portée de main. Coucou à certains qu'on connaît. Absolument. Et en un mot, est-ce que vous avez envie de faire cette mise à jour? Est-ce que Morave vous fait envie? Est-ce que vous la faites dès maintenant, ou est-ce que vous attendez
on va dire, une première mise à jour mineure pour ne pas essuyer les plâtres? Il me fait envie, mais j'attends encore quelques jours. Clairement. Pourquoi? Je suis pas pressé. Je préfère parce que j'ai du boulot et ça prend du temps. Il faut s'assurer effectivement que ces applications vont pas être toutes pétées après quelques jours d'utilisation. Faut que je fasse un peu le tour des applications que j'ai qui vont faire le saut sur mon Mojave. Il y a des applications qui feront peut-être pas le saut, qui sont pas compatibles. Donc du coup, moi je préfère toujours attendre un petit peu avant de me lancer. J'ai des copains qui eux se lancent jour J ou la veille. Moi je préfère toujours être un peu... Je teste sur mes machines de test, je mets à jour des machines un peu secondaires, un peu moins importantes, et après sur ma machine principale, ça m'est arrivé des fois d'attendre un paquet de mois avant de passer sur un système qui venait de sortir. François, est-ce que tu es convaincu et quand est-ce que tu vas faire le grand saut? Moi, je vais migrer directement de Sierra à Mojave parce que j'avais passé la case iSierra pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Je pense que je vais attendre une version mineure, je pense la 14.1 vraisemblablement, et puis voilà, faire une bonne sauvegarde, et puis après je ferai la mise à jour. Parce que clairement, il y a des petites nouveautés qui sont sympas, et voilà, histoire de se mettre à jour quand même. De toute façon, on va être obligé avec certains logiciels comme le Pack Office. Par exemple, juste pour finir, en fait, en un mot, Guillaume, on n'a plus le temps. Juste pour finir, en fait, souvent la meilleure version, c'est la version à partir de la .3 que ça devient vraiment bon. Donc souvent, il faut, si vous avez une machine de prod, attendez la version .3 et ce sera bien. Voilà. Évidemment, vous pouvez retrouver iWeek partout, mais notamment sur les podcasts, sur Apple Podcasts, iTunes, en version audio et vidéo, HD ou SD. Abonnez-vous. Rejoignez-nous, ne manquez plus aucun épisode, et puis on se retrouve évidemment mercredi prochain à 20h en direct pour un nouveau numéro d'iWeek. Merci à vous et merci à Louis Lefebvre qui assurait la réalisation de cette émission. À la semaine prochaine. Ciao.